Est-il moralement acceptable de faire payer 36 € pour une vidéo de 15 secondes? C'est ce que propose le youtubeur Thibaut InShape sur son site web. Donc j'ai créé ces vidéos personnalisées où pour 36 € je dis tout ce que vous voulez en 15 secondes. Selon Thibaut, c'est parfaitement acceptable parce que je ne force personne à acheter mes produits TeamShape. De l'autre côté du débat, on a Squeezie, un youtubeur encore plus influent, qui nous dit que ici le souci c'est que moralement c'est un peu limite de faire payer une vidéo dédicacée à des gens. Surtout quand elle coûte 36 balles, mec, qui est le prix d'une place de concert à Bercy pour un show de 1h30 qui a coûté des centaines de milliers d'euros d'installation pour certains. Là, on parle juste d'une vidéo de 15 secondes dédicace un peu vide. Sur la surface, on a un clash assez gentillé au final entre deux youtubeurs qui font attention à retenir leurs coûts. Mais si on creuse sous la surface du débat, on découvre qu'il y a une question beaucoup plus intéressante ici. Squeezie et Thibaut ont un désaccord philosophique profond sur la nature de la relation qu'un youtubeur a avec son audience. Ça se concrétise par deux réponses très différentes à la question, jusqu'à quel point est-il acceptable de monétiser ses fans? Les vidéos de Squeezie qui datent du 22 janvier réagit à une vidéo de Thibaut qui date du 2 janvier. Et d'entrée de jeu, Squeezie marque un bon tacle. Le 3e youtubeur de France dévoile son salaire en vidéo. Et non, c'est juste du gros clickbait comme d'hab. Dans une vidéo intitulée « Combien je gagne d'argent ?», Thibaut InShape ne partage pas un seul chiffre. Et la seule info sur ses revenus qu'il nous donne a été ajoutée a posteriori dans un commentaire où il nous explique que sa société lui reverse 500 € par mois. Ce qui ne répond pas vraiment à la question puisque tout ce que ça nous dit c'est que Thibaut vit pour pas cher à Albi. La seconde maladresse de Thibaut, c'est qu'il surjoue un peu son meilleur argument. Je ne force personne à acheter mes produits TeamShape. Tu n'as pas le choix, tu ne peux pas forcer les gens à acheter quoi que ce soit. C'est pas un acte bienveillant de ta part, c'est normal Thibaut. Bien sûr, le style de Thibaut InShape c'est d'en faire des tonnes, mais il insiste sur le mauvais point. Ce sur quoi il faudrait insister ici, c'est que l'abonné qui ne veut pas payer ne perd rien, et que les produits payants sont quelque chose de bonus. C'est pour ça que quand un créateur de contenu ou une application gratuite sort une version payante de leur produit, ils vont généralement insister sur le fait que tout ce qui était gratuit le restera. C'est dû à un biais cognitif qui s'appelle l'aversion à la perte, qui fait que nous détestons qu'on nous retire quelque chose. Donc rappeler aux gens qui n'ont pas envie de payer qu'ils ne vont rien perdre va servir à minimiser les réactions négatives. Donc Squeezie marque plusieurs points faciles sur les faiblesses de l'argumentation de Thibaut. Mais étrangement, là où l'argument de Squeezie déraille, c'est sur le cœur du sujet. La théorie économique de base a une réponse claire à cette question. Un produit vaut le prix pour lequel les gens sont prêts à l'acheter. Donc si 36 € c'était réellement trop cher, les gens n'achèteraient pas, il n'y aurait pas de débat moral et Thibaut serait incité à baisser ses prix. A l'inverse, si 36 € c'était trop bas, Thibaut aurait trop de commandes et il serait incité à monter ses prix pour réduire la charge de travail. Selon la théorie économique, le prix qui semble élevé ici vient simplement du fait que la quantité de vidéos que Thibaut peut produire est limitée, mais il y a un grand nombre de clients potentiels. Par exemple, Thibaut nous dit que les gens sont prêts à faire 5 heures de queue à un salon pour prendre une seule photo avec lui. Personnellement, je préférais largement payer 36 € que faire 5 heures de queue. Et j'imagine que je suis pas le seul. Imaginez que vous prenez un vol Paris-Barcelone. Vous pouvez prendre un vol direct pour 100 € ou un vol avec 5 heures de transit à Madrid pour 136 €. Qu'allez-vous choisir? On peut imaginer que les mêmes gens qui prendront le vol plus cher et plus rapide payeront aussi 36 € pour économiser 5 heures de queue. Maintenant, cet argument est clairement trop rationnel. Nous ne sommes pas aussi objectifs que ça quand nous estimons la valeur d'un produit. Et c'est clair que 36 € pour 15 secondes de boulot, ça fait beaucoup. Mais en faisant le calcul, on se rend compte que c'est pas aussi délirant que ça. Surtout quand elle coûte 36 balles, mec, qui est le prix d'une place de concert à Bercy pour un show de 1h30 qui a coûté des centaines de milliers d'euros d'installation pour certains. En fait, ça dépend des concerts. Pour 36 € à Bercy, tu peux aller à la Nuit du Mali 2 pour 35 € et tu peux presque aller à Born in 90 pour 43 €. Mais tu es loin d'un billet pour de grosses têtes d'affiche comme Florence and the Machine à 90 € ou Shawn Mendes à 180 €. Bien sûr, un concert dure beaucoup plus que 15 secondes, mais un concert de 1h30 divisé par 20 000 personnes, ça fait 0,3 secondes par personne. Donc le coût par seconde par personne de la vidéo personnalisée de Thibaut InShape revient au final moins cher qu'un concert. Si on calcule dans l'autre sens, on pourrait penser qu'en une heure, Thibaut peut enregistrer 240 vidéos de 15 secondes, soit un chiffre d'affaires de 8 640 € en une heure. Mais ça voudrait dire qu'il ne prend pas une seule seconde de pause entre deux vidéos, ce qui n'a pas vraiment de sens. Entre deux vidéos, il faut que Thibaut puisse lire la demande du client suivant, boire un peu d'eau et qu'il ait le temps de reprendre son souffle. Donc même si on imagine que Thibaut InShape est une machine de productivité, je vois pas comment il peut produire plus d'une vidéo par minute. Ça nous donnerait 60 vidéos par heure, soit 2160 € de CA par heure. Ce qui est élevé bien sûr, mais pas hallucinant vu son niveau de notoriété. Est-ce que vous pensez que Florence and the Machine, par exemple, accepterait de faire un concert privé d'une heure pour 2160 €? Honnêtement, je ne sais pas, mais le tarif me paraît bas pour un artiste qui est nationalement connu. Ce qui est bien sûr le cas de Thibaut InShape.
et qui seront destinés pour la plupart à des mineurs. Je veux dire, enfin, c'est surtout les jeunes qui sont attirés par ce genre de truc. Les gens un peu plus vieux, ils vont plus vouloir voir un spectacle, un concert, un truc un peu plus entertainant. Finalement, l'argument m'a su. Quelqu'un va penser à nos enfants! L'argument est fort parce que si vos clients sont trop immatures pour prendre leurs propres décisions, ça n'est pas éthique de les convaincre d'acheter quelque chose. Le pire exemple de ça, c'est le scandale récent aux États-Unis où plusieurs gros youtubeurs ont promu ce qui était essentiellement un site de paris en ligne à leurs jeunes audiences, en leur faisant miroiter des gains improbables comme des AirPods pour 4 $. Alors est-ce que Thibaut InShape utilise des techniques perverses de persuasion sur ses jeunes abonnés? Pour le déterminer, jetons un coup d'œil à la page de vente de Thibaut InShape et je vous ferai ma meilleure imitation. Damn, la Team Shape, un anniversaire à souhaiter, un encouragement à faire, une élection BDE à soutenir ou autre? Remplis le formulaire dans l'onglet personnalisé avec le message que tu souhaites et tu recevras une mini vidéo personnalisée de moi, Thibaut InShape. Durée de la vidéo, environ 15 secondes. Bon, vous allez pas me faire croire que Thibaut est en train de vendre du shit à la sortie des classes. J'ai pas l'impression qu'il se sert de la naïveté supposée de son public ou de techniques de vente qui sont obscures et manipulatrices. Si un mineur a sa propre carte bleue pour passer commande, c'est que ses parents ont décidé qu'il était capable de prendre ce genre de décision. On pourrait bien sûr proposer l'argument que tout marketing à destination des mineurs est totalement inacceptable. Mais dans ce cas, il va falloir repenser toute l'industrie des céréales du petit déjeuner et l'industrie du jouet. Et Squeezie lui-même serait forcé d'arrêter tout placement de produits ou tout produit dérivé puisque son audience est aussi assez jeune. Jusqu'ici, j'ai répondu sur la surface aux objections de Squeezie, mais vous sentez probablement que mon explication n'est pas vraiment satisfaisante. C'est parce que la réalité de ce qui gêne Squeezie et beaucoup de spectateurs, c'est pas vraiment un argument qui est rationnel, c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer avec la théorie de l'offre et la demande. C'est plutôt une sensation de malaise quand on voit Thibaut monétiser son audience aussi ouvertement. Dans la vidéo Une journée avec Thibaut InShape, dont je vous ai mis le lien dans la description, Enjoy Phoenix, qui est elle-même une créatrice de vidéos, met le doigt sur le problème. C'est juste que j'étais curieuse parce que moi je me suis jamais dit que... J'ai toujours refusé en fait tous les salons qui étaient payants pour les abonnés. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup, il y a que ça. Il y en a parce plein, que là... tu vois, il y a quasiment que ça, mais je me suis toujours dit que je pouvais pas faire payer mes abonnés pour venir me voir. Bah d'un côté, je peux comprendre. Parce que ça me mettait mal, tu vois, je me disais putain les pauvres. Enfin. On voit que le problème ici, c'est pas vraiment une question d'offre et de demande ou de salaire horaire. Il s'agit d'un conflit beaucoup plus philosophique qui repose sur l'intuition que la relation entre le youtubeur et ses abonnés est sacrée et qu'elle ne devrait pas être directement monétisée. Alors c'est acceptable de vendre des t-shirts ou même un livre parce que la transaction est basée sur un produit. Mais vendre directement accès à un youtubeur, que ce soit via une rencontre abonnée à 50 € comme le propose Thibaut ou dans une vidéo à 36 €, ça nous donne une sensation de malaise. Pour définir ce malaise, il faut comprendre que le monde est divisé en deux catégories. On a le sacré et on a le profane. Certaines choses sont sacrées et ces choses ne devraient pas être commercialisées. Par exemple, le corps humain est sacré. C'est pour ça que nous avons des tabous contre le commerce d'organes et la prostitution. Autre exemple, la nation, c'est sacré. C'est pour ça qu'on est repoussé par l'idée qu'on puisse acheter une nationalité ou une élection. Pour beaucoup, la nature est sacrée. On ne devrait pas vendre un parc naturel pour en faire un Disneyland, même si c'est rentable. Et bien sûr, l'amour est sacré. On ne peut pas acheter un enfant dont la mère ne veut pas, et ça n'est pas légitime de payer quelqu'un pour qu'il vous épouse. A l'inverse, tout ce qui n'est pas sacré est profane et peut donc être librement acheté et vendu sans tabou social. Cette catégorie inclut des denrées tout aussi importantes comme la nourriture et le logement. C'est donc cette séparation entre le sacré et le profane qui est au cœur de la question ici. C'est ça qui gêne Squeezie quand il explique que les vidéos à 36 € de Thibaut InShape sont moralement limites. Pareil quand Enjoy Phoenix explique que ça la mettrait mal d'imaginer faire payer ses abonnés pour la voir. Pour démêler tous ces problèmes et toutes ces émotions, il y a donc un mystère que nous devons percer. Votre relation avec Leonardo DiCaprio n'est pas sacrée. Vous n'aurez jamais l'occasion de rencontrer Léo et si vous étiez un jour invité à une soirée où il allait faire une apparition, vous ne seriez pas choqué qu'on vous réclame un gros ticket d'entrée. Historiquement, il y avait une grosse distance entre les gens au sommet de la société et les petites gens, comme vous et moi. Si on revient à l'ancien régime, la noblesse était bien sûr littéralement considérée comme ayant un sang différent du tiers-état. Mais ne sortez pas tout de suite votre cours d'histoire de 5e, parce que j'ai même pas besoin de remonter aussi loin pour faire mon argument. Si on s'en tient à l'avènement du cinéma et de la télé, les célébrités que vous voyez à l'écran étaient glamour et inatteignables. Prenez par exemple la cérémonie du tapis rouge, où des gens incroyablement beaux se pavanent devant vous en portant des habits et des bijoux qui coûtent plus cher que votre appart. La populace est littéralement tenue à distance par des barrières de sécurité et doit s'estimer heureuse d'apercevoir de loin une star qui ne va jamais leur adresser la parole. Et à ses débuts, la presse People, avec le magazine People justement,
car c'est de là que vient l'expression, respectaient cette distance. Les magazines qui traitaient de la célébrité publiaient les interviews et les photos posées que les stars daignaient leur accorder. Ce petit monde bien posé a commencé à se fracturer à la fin des années 90 et surtout au début des années 2000. Aux États-Unis, un des pionniers de cette tendance est le magazine Us Weekly, qui abandonne les interviews autorisées au profit des ragots récupérés auprès de la cousine du voisin du jardinier de Jennifer Aniston et remplace les photos de stars parfaitement maquillées et retouchées par des clichés pris à la sauvette par les paparazzi. Us Weekly publie aussi la section emblématique qui réinvente la célébrité à cette époque et qui est intitulée Stars, They Are Just Like Us. En français, les stars, elles sont juste comme nous, qui publient des photos de stars dans des situations du quotidien. Ils mettent de l'argent dans le parc-mètre, ils sentent des bougies, ils utilisent des paniers. Le concept même de cette section est absurde. Bien sûr que les stars font tout ça, mais c'est révélateur d'un certain désir psychologique qui est de briser cette barrière qui nous sépare des célébrités. On veut les ramener sur Terre, on veut se prouver qu'elles ne sont pas meilleures que nous. Et grâce à cette nouvelle approche, Us Weekly fait un carton dans les kiosques à journaux et rapporte une montagne de cash. Suite à ça, de nombreux magazines copient ce modèle et donnent naissance à une toute nouvelle génération de tabloïds. Et il ne faut pas oublier que cette même période, le début des années 2000 donc, nous donne aussi la télé-réalité. La même pulsion psychologique y est à l'œuvre. On veut brouiller la ligne entre les célébrités et les gens normaux. Les stars de la télé-réalité sont célèbres, mais le spectateur moyen peut se sentir supérieur à eux. Ils sont connus justement parce qu'ils représentent le Pékin moyen, sans talent spécial. Cette nouvelle Press People et l'avènement de la télé-réalité sont deux grosses failles dans le mur qui séparait les célébrités des gens normaux. Mais le bâton de dynamite qui a tout explosé, c'est Internet. Un youtubeur qui partage sa vie sur les réseaux sociaux a beau être millionnaire, il doit maintenir l'illusion qu'il est juste comme vous. C'est pour ça que Thibaut InShape continue à faire des vidéos dans sa chambre avec en décor des boîtes d'œufs qui font référence à son régime alimentaire riche en protéines. Et parfois l'illusion marche presque trop bien. Prenez ce commentaire sur la vidéo de Thibaut. Ridicule de faire payer des vidéos dédicaces à ses propres abonnés. T'es pas non plus une star, mec. Mais qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un qui a presque 10% de la population française parmi ses abonnés s'il n'est pas une star? Dans sa population cible, Thibaut InShape est clairement une star, mais son contenu donne l'impression qu'il est aussi votre ami. Et quand votre ami vous demande de payer 36 € pour une vidéo dédicace, forcément ça fait un peu bizarre. YouTube, l'argent, c'est quelque chose qui est encore un peu, et ça le sera toujours je pense, c'est un sujet controversé, d'autant plus qu'avec YouTube, le youtubeur il a une relation de proximité avec ses abonnés, et ses abonnés, quand le youtubeur sera un produit payant, ils se sentent un peu trahis en se disant putain c'est grâce à nous que t'es là, pourquoi tu fais payer? Thibaut InShape est une marque. Littéralement, c'est une marque déposée qui appartient à Thibaut de la part. Mais contrairement à une marque comme Nike ou Adidas, la marque Thibaut InShape est incarnée par son propriétaire. Et naturellement, le public a tendance à confondre Thibaut InShape, la marque, et Thibaut de la part, l'individu. Cette confusion peut faire peser un gros poids psychologique sur les épaules du youtubeur, dont les fans attendent qu'il se comporte comme s'il avait 5 millions de meilleurs amis. Malheureusement, aucun être humain n'est équipé pour maintenir une relation directe avec des millions de personnes. C'est psychologiquement intenable. Il y a un post sur Instagram qui résume bien cette idée, uploadé par Justin Bieber, qui est, il faut le rappeler, un des youtubeurs qui a le mieux réussi de tous les temps. Si vous me croisez quelque part, sachez que je ne vais pas prendre de photos avec vous. J'en ai assez de prendre des photos. On en est arrivé au point où les gens ne me disent même plus bonjour, ni ne me voient comme un être humain. J'ai l'impression d'être un animal de zoo et je veux préserver ma santé mentale. Je réalise que certains seront déçus, mais je ne dois de photos à personne. À ceux qui disent « mais j'ai acheté ton album », sachez que vous avez reçu ce que vous avez payé, un album. Justin Bieber est bien sûr plusieurs crans au-dessus de Thibaut InShape en matière de célébrité. Mais on imagine bien que Thibaut est déjà au point où il ressent cette pression des attentes immenses de son audience. La meilleure protection psychologique pour le youtubeur face à ces demandes infinies de l'audience, c'est de rappeler aux gens que vous n'êtes pas leur ami et que vous avez une relation commerciale. Pour reprendre les termes introduits tout à l'heure, la relation du créateur avec son audience est profane et non sacrée. Une relation sacrée imposerait trop d'attentes sur le créateur et c'est impossible pour lui de satisfaire toutes ces demandes. Alors si vous achetez un album, vous avez un album. Thibaut érige essentiellement la même barrière entre son audience et lui-même. Je suis reconnaissant que vous regardiez mes vidéos, mais ça ne vous donne pas le droit d'exiger de moi quoi que ce soit de plus que ce que je vous donne sur la chaîne. Il faut ajouter à ça la volatilité du public sur internet qui peut se retourner contre vous et vous attaquer du jour au lendemain. L'arbre qui est le plus haut dans la forêt, c'est celui qui prend la foudre en premier, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que plus tu vas être exposé sur YouTube, plus tu vas prendre cher au niveau des critiques, que ce soit positif ou négatif, bien sûr. Ou alors, ce même public peut vous abandonner complètement, ce qui est peut-être encore pire. Il y a beaucoup de youtubeurs qui ont 1 million d'abonnés et qui malheureusement ne font plus autant de vues qu'avant. Pour toutes ces raisons, c'est dangereux pour l'individu Thibaut de la part de s'identifier complètement avec la marque Thibaut InShape. Pour protéger sa santé mentale, il doit maintenir une distance entre les deux. Tu peux dire Thibaut, j'aime pas tes vidéos, je te trouve trop exubérant, etc. Chose qui est vraie et j'en suis conscient, puisque dans la vie de tous les jours, je suis beaucoup plus calme. Là, tu le vois même aujourd'hui, tu vois. Je suis beaucoup plus calme dans la vie de tous les jours. Mais voilà, ça reste un personnage. La relation que vous avez avec Thibaut InShape n'est pas sacrée, parce que Thibaut InShape, c'est pas un être humain. C'est une marque et vous ne pouvez pas avoir une relation sacrée avec une marque. Thibaut de la part, lui, est bien sûr un être humain et vous n'avez pas de relation directe avec lui.
Ça ne veut pas dire que ce qu'il montre dans ses vidéos est faux, c'est simplement une version distillée et exagérée de sa véritable personnalité. Enjoy Phoenix le dit beaucoup mieux que moi puisqu'elle a passé une journée avec lui, avec et sans les caméras. Je trouve que Thibaut il est super vrai dans ses vidéos. Il est pas... il surjoue, oui, il le dit, il crée un personnage, il surjoue, il parle fort, il parle vite, il est voilà. Mais dans ses vidéos, il est pas fake, hein Thomas? Non, il est du pas tout, fake. Enfin, du moi, tout. je l'ai pas du tout trouvé fake. Tout youtubeur et d'ailleurs toute personnalité publique ressent cette tension entre la perception du public et sa propre humanité. Pour maintenir votre santé mentale, il faut créer une séparation entre les deux. Ça vous permet de ne pas complètement péter un câble quand le public se retourne contre vous. Sinon, vous prenez tout personnellement. Chaque critique sur votre travail est une critique sur vous en tant qu'être humain et ça devient intenable. Thibaut a très bien compris l'importance de cette séparation et les critiques envers Thibaut InShape n'affectent pas tant que ça Thibaut de la part. Et les dramas après, non, ça fait partie du jeu. Et ça fait partie du jeu YouTube. Et il y en a eu, comme il y en a, comme il y en aura, tu vois. Il faut faire avec. Et c'est probablement grâce à cette séparation que Thibaut a échappé au burn-out qui touche autant de youtubeurs et a pu rester aussi constant pendant autant d'années. Et il n'y a pas... Je crois que le plus long que j'ai fait entre deux vidéos d'espace, c'est 5 jours. En 5 ans. Au final, si Thibaut InShape est un personnage, tout à fait normal que Thibaut de la part se fasse payer pour l'interpréter sur demande. J'ai voulu commander une vidéo dédicace à 36 € sur le site de Thibaut pour conclure cette vidéo, mais pour que ça soit fair play, je l'ai fait sous mon vrai nom et donc son équipe a dû repérer ce que je fais et du coup ils ont refusé la commande et ils m'ont remboursé. Donc au final ça va être un peu triste, mais je vous lis quand même le texte que j'avais préparé. Salut, c'est Thibaut InShape, Stan m'a demandé un coup de pouce pour passer la barre des 200 000 abonnés. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous. Bah du coup, abonnez-vous quand même, aidez-moi à montrer à Thibaut qu'on n'a pas besoin de lui pour passer la barre des 200 000 abonnés. Et puis comme toujours, laissez-moi un like et un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. À la prochaine.